bienvenue à tous à cette webconférence pour mieux vivre avec mon diabète que j'ai l'honneur de co-animer avec Alliance du Cœur et notamment son président Philippe Thébault. Bonsoir Philippe. Ce soir, nous serons donc entourés de 3 experts. Le professeur Pinget, qui est président et fondateur du CEED, donc on vous expliquera plus tard exactement ce que c'est, qui est endocrinologue, qui va nous expliquer ce qu'est le diabète, comment gérer mieux son diabète. Puis Madame Michèle Roland, qui est nutritionniste et diététicienne, qui va donc nous expliquer comment mieux gérer d'un point de vue nutritionnel. Et enfin, on terminera sous l'aspect activité physique grâce à Jason L'Habitant de l'association Ciel Bleu. Bonsoir et bienvenue à toutes et tous. Et puis bonsoir et bienvenue à tous nos auditeurs. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente webconférence et donc je laisse la parole à Philippe Thébault. Bonsoir à tous. Écoutez, je suis très heureux de vous accueillir pour ce webinaire, donc Mieux vivre avec mon diabète. Je remercie bien sûr nos 3 experts qui ont répondu à notre appel et qui vont pouvoir répondre à toutes vos questions. Moi, j'espère, si vous en avez. Et puis sinon, merci aussi à nos partenaires qui nous ont permis d'organiser cette soirée, donc notamment les laboratoires Boehringer Ingelheim et Lilly. Donc, je vais laisser la parole à nos experts, puisque le diabète, je pense que c'est un fléau qu'il faut traiter, qu'il faut comprendre et gérer. Donc, je vous laisse la parole et je vous remercie. Alors, nous allons commencer par le professeur Michel Pinget. Donc, professeur Michel Pinget, vous êtes donc président fondateur du C2ED. Donc, vous allez nous expliquer ce que c'est. Vous êtes endocrinologue et donc vous avez une présentation que nous allons tout de suite mettre à l'écran, si vous le voulez bien, pour bien qu'on comprenne le diabète et les mécanismes du diabète et comment mieux gérer. Bien, bonjour, merci beaucoup de m'associer à cet événement important, puisqu'on aborde un sujet important. Et j'ai souhaité, dans ma présentation, rapprocher un petit peu l'aspect cardiovasculaire et l'aspect du diabète, puisqu'on est quand même dans un contexte également de complications, et donc parler des complications cardiovasculaires, bien sûr du diabète, et voir un peu quelles sont les idées fortes que l'on peut avoir aujourd'hui. Je suis professeur à l'Université de Strasbourg, émérite parce que un peu vieux, mais je suis président fondateur du Centre européen d'études du diabète, qui est une structure de recherche privée qui compte une 30aine de chercheurs et qui bosse sur des problèmes de relations entre notamment, on en parlera à la fin, le muscle et le pancréas. Alors, je vais juste prendre, voilà, hop. Un petit 2 mots quand même sur ce qu'est le diabète, on le sait tous, mais il faut quand même avoir un certain nombre de notions fondamentales. D'abord, c'est une maladie chronique. Qui dit maladie chronique dit traitement au long cours, pas forcément incurable, mais dit traitement très prolongé. Et l'anomalie qui définit le diabète n'est pas un symptôme, mais une anomalie biologique, c'est l'excès chronique de sucre dans le sang au-delà d'une valeur de 1,25 à plusieurs reprises. Le deuxième message fondamental, c'est que on n'est pas diabétique comme ça, simplement parce qu'on mange mal ou qu'on ne fait pas assez de sport. Le diabète, c'est d'abord l'expression d'une prédisposition génétique qui peut être ensuite favorisée par des facteurs environnementaux. On verra, on parlera de nutrition, on parlera d'activité physique, qui sont des facteurs qui vont intervenir comme déclenchants et qui vont conduire par cette expression de gènes présents chez le patient à un défaut de sécrétion d'insuline par le pancréas. Défaut d'insuline entraînant l'hyperglycémie et entraînant, bien sûr, du fait de ce fait, des complications au niveau de tous les organes. Il faut se rappeler que le glucose est le principal nutriment, aliment de nos cellules. Quand le taux de glucose n'est pas ce qui doit être, nos cellules ne fonctionnent pas correctement. On a beaucoup de types de diabète, mais en France, on a grossièrement 3 types de diabète. Le diabète type 1, c'est le plus rare, mais il est extrêmement préoccupant parce qu'il survient chez les très jeunes aujourd'hui, volontiers avant l'âge de 5 ans. Il est de début brutal, avec des symptômes. C'est un enfant qui est maigri, qui a soif, qui refait pipi au lit, etc. Les cellules qui font l'insuline sont totalement détruites et donc il faut les remplacer
par un traitement à l'insuline et pour la vie. C'est 10 à 15% de l'ensemble des diabètes. Et c'est finalement le diabète qu'on maîtrise peut-être le mieux aujourd'hui. Et puis il y a le diabète de type 2, c'est à l'autre extrémité de la vie de l'homme. C'est la grande majorité des diabètes. C'est en général après 65 ans, entre 60 et 80 ans, mais aujourd'hui de plus en plus tôt. Ce sont des sujets qui ont aussi un défaut de sécrétion d'insuline, mais en général associé au fait que l'insuline ne marche pas bien. Elle ne marche pas bien parce que il y a des facteurs qui sont liés à l'obésité, à la sédentarité, au stress, des facteurs qu'on trouve dans l'hypertension et l'hypercholestérolémie qui vont aggraver le déficit en rendant l'insuline moins efficace. Et puis il y a le diabète stationnel. Quand une femme tombe enceinte, c'est un thème qu'on aime beaucoup en Alsace, mais partout en France, on peut découvrir un diabète parce que la grossesse entraîne des modifications. Ce diabète, il est le plus souvent transitoire. Il disparaît en général après l'accouchement. Mais il faut savoir quand même qu'on le voit aujourd'hui dans une grossesse sur 10 en France, et on se rapproche d'une grossesse sur 7, et qu'il y a un risque de récidive sous forme chronique, diabète type 2, dans les 25 ans. Donc, voilà un peu les trois formes auxquelles on est confronté. On parlera surtout du diabète de type 2 parce que c'est de très loin celui qui nous concerne le plus aujourd'hui. Le deuxième message assez fondamental, c'est que cette maladie chronique est la première maladie pandémique du XXIe siècle. Jusqu'à présent, les pandémies étaient des maladies aiguës, on voit avec le coronavirus. On a aujourd'hui des pandémies de maladies chroniques et le diabète en est le premier exemplaire. Et je vous ai juste montré à gauche l'évolution de la prévalence du diabète au niveau mondial, donc le nombre de diabétiques connus dans le monde, qui est à peu près de 150 millions en 2000 et qui est aujourd'hui atteint les 480 millions et qui devra atteindre les 700 à 800 millions, peut-être le milliard, en 2045. Cette évolution-là montre que c'est une vraie épidémie par l'évolution des chiffres et c'est une vraie pandémie puisqu'elle touche tous les pays du monde et en particulier les pays les plus émergents. En France, aujourd'hui, on a à peu près 8% de la population qui est diabétique, soit grosso modo 5 millions. Là aussi, c'est 5 fois plus qu'en l'an 2000 où on avait à peine 1 million. Et ce nombre continue à augmenter avec un élément très important qui existe en France mais partout, c'est que tout le monde n'est pas égal. Toutes les régions ne sont pas égales. Et on voit en France, par exemple, qu'il y a une grande moitié nord-est qui est très touchée par le diabète et une partie sud-ouest qui est beaucoup moins touchée. Et ça, on peut, pour proposer des questions, c'est ce sujet extrêmement intéressant dans la compréhension de la maladie. Donc, maladie chronique et maladie pandémique. Je prends toujours tout. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on parle de complications cardiovasculaires? Parce que parmi les organes qui vont être touchés par l'hyperglycémie, qui peuvent être touchés, pas nécessairement, hein. On peut vivre sa vie de diabétique entière sans jamais avoir une seule complication. C'est la majorité des diabétiques. Mais il faut savoir quand même que le système cardiovasculaire est celui qui est touché en premier et c'est surtout celui qui fait la gravité du diabète, au même titre que les maladies rénales, hépatiques, et maintenant on sait que les cancers. Alors, ces atteintes sont avant tout des atteintes des grosses artères, on appelle ça des atteintes athéromateuses, comme l'athérosclérose. Hein. Elles sont un peu différentes, vous verrez, mais c'est des atteintes des gros troncs artériels qui peuvent toucher les coronaires. Et alors, à ce moment-là, le risque, c'est celui d'infarctus du myocarde ou d'angine de poitrine, qui peuvent toucher les artères cérébrales, et c'est le risque d'accidents vasculaires cérébraux, ou qui peut toucher les artères des membres inférieurs, avec le risque qu'on connaît bien d'amputation. Ces complications sont toujours l'expression d'une inflammation initiale de la paroi artérielle. L'hyperglycémie, avec les autres anomalies remontées dans le diabète de type 2, va provoquer une inflammation de l'artère qui ensuite va favoriser la réalisation de plaques d'athérome. C'est la raison pour laquelle on voit ces complications, surtout dans le diabète de type 2, très tôt après la maladie, parce qu'il y a beaucoup de facteurs associés, beaucoup moins chez l'enfant devenu diabétique adulte. Alors, il y a des messages fondamentaux. Si on veut pouvoir éradiquer, on est en train de le faire, les complications cardiovasculaires à défaut d'éradiquer le diabète, il faut déjà savoir reconnaître pour prévenir. Et les premiers de savoir reconnaître quoi? De savoir reconnaître l'existence d'un diabète. Un diabète de type 2, c'est une maladie silencieuse. Il n'y a pas de symptômes. Les gens se sentent plutôt bien. Ils n'ont pas envie de consulter. Et d'ailleurs, ils ne consultent pas toujours. Et pourtant, ils sont très exposés. Et d'où l'une des démarches fondamentales aujourd'hui, qui est être capable de faire un diagnostic précoce et surtout rechercher cette maladie, dépister
chez les sujets à risque. Alors, qui sont les sujets à risque? On ne peut pas faire du dépistage chez tout le monde. Ben, c'est déjà les gens de plus de 45 ans. C'est les sujets qui sont en surpoids ou obèses ou qui l'ont été. C'est les sujets qui ont des diabétiques de type 2 dans leur famille, parents, grands-parents, oncles, tantes. C'est les sujets qui sont traités pour une hypertension ou une hypercholestérolémie, deux maladies qui sont très souvent associées au diabète. Donc, si on a une des deux, on a de forts risques d'avoir la troisième et vice-versa. Et puis, pour les femmes, ce sont celles qui ont accouché d'un gros bébé de plus de 4 kilos. Gros bébé de taille normale, parce qu'il y a des rugbyman aussi, et ils sont grands et gros, et qui ont présenté un diabète stationnel. Et le seul geste, il est simple. Il faut doser la glycémie à jeun régulièrement après l'âge de 45 ans. Et ça, c'est le geste qui sauve. Le geste qui sauve, si vous mesurez votre glycémie à jeun à partir de 45 ans, ensuite tous les 3 ans si elle est normale ou tous les ans si elle est un peu limite, vous ne passerez jamais à côté d'un diabète et vous pourrez être pris en charge précocement et on pourra effectivement éviter beaucoup de choses. Il faut aussi reconnaître l'atteinte cardiovasculaire. Là aussi, elle n'est pas tout à fait comme chez un non-diabétique, parce qu'un diabétique, surtout quand il a quelques années d'existence, peut avoir ce qu'on appelle des lésions de neuropathie. Il sent un peu moins bien les choses, il y a un petit trouble à sensibilité des pieds. Et s'il ne fait pas attention, cette diminution de la sensibilité des pieds peut exposer à avoir des plaies, des accidents, et qui peuvent prendre des dimensions importantes. Donc, bien savoir que le pied est un élément fondamental chez le diabétique et qu'on ne se contente pas de dire tout va bien, on regarde dessus, dessous, etc. Et si nécessaire, on équipe un pied pour qu'il n'y ait pas de problème. Et puis, il y a aussi des atteintes de sensibilité profonde. Et l'un des grands problèmes du cœur des diabétiques, c'est qu'il peut souffrir sans faire de douleur. Quand on a un angor, en général, on a des douleurs assez typiques. Quand on a un infarctus, on a des douleurs assez typiques. Chez le diabétique, ces douleurs peuvent ne pas exister, peuvent être passées complètement inaperçues. Et donc, il faut savoir rechercher, toujours reconnaître, rechercher cette complication, alors même qu'elle ne s'exprime pas et que le sujet se sent en très bonne forme. Donc, ces messages importants sont des messages qui vont permettre de faire de la prévention des complications. Et puis, au-delà de la prévention, il faut savoir lutter contre, parce que finalement, l'enjeu, c'est quand même l'artère du diabétique. Et il faut savoir lutter contre. Et on lutte bien contre aujourd'hui, puisqu'on a constaté, vous verrez ça en dernière diapositive, on a constaté que les complications du diabète sont en régression actuellement en termes de fréquence et de sévérité. Et notamment l'infarctus du myocarde, et notamment les amputations, un peu moins les AVC. Si on assiste aujourd'hui à ce progrès extraordinaire qui fait que le diabète, qui malheureusement continue à se développer, le fait avec moins de dégâts, c'est parce que là aussi, on sait qu'après le dépistage, après le diagnostic précoce, il faut une prise en charge précoce et globale du patient, du sujet qui apporte le diabète, en contrôlant d'abord tous les facteurs de risque qui sont associés au diabète et qui peuvent contribuer à léser les artères. Je pense à l'obésité, je pense aux erreurs alimentaires, je pense à la sédentarité, mais je pense aussi qu'il faut apprendre à normaliser le taux de LDL cholestérol et la statine est probablement le médicament le plus important chez un diabétique et stabiliser également la tension artérielle systolique. Et puis, il faut contrôler ces facteurs-là, mais il faut contrôler bien sûr la glycémie. Et contrôler la glycémie aujourd'hui est une chose extraordinairement intéressante parce que on connaît des médicaments, des nouveaux médicaments que nous avons en France depuis 1 à 3 ans et qui non seulement permettent d'améliorer la glycémie, donc de contrôler le diabète, c'est le cas de la metformine ou des inhibiteurs des PP4 ou de la insuline, mais qui peuvent également et directement avoir un effet protecteur vis-à-vis de la maladie de l'artère, c'est les analogues du GLP-1, ou une réduction de l'insuffisance cardiaque, donc les glyphosines. Ça veut dire qu'on a vraiment aujourd'hui des possibilités d'intervention. Encore faut-il que cette intervention soit précoce. Et bien sûr, l'un des grands progrès aussi a été les progrès faits par la cardiologie, mais je ne suis pas cardiologue, et donc je laisse au cardiologue ce qu'il doit avoir. Je voudrais juste terminer par cette diapositive très encourageante. Alors que je vous ai dit que le diabète ne cesse de progresser en France, si vous regardez cette courbe qui vient de Santé publique France,
et qui montre l'évolution des complications en 10 ans, entre 2010 et 2019, on voit que le nombre d'infarctus du myocarde n'a pas augmenté, même diminué, malgré l'augmentation du nombre, que le nombre d'amputations a diminué également, et que le nombre également de mises en dialyse, c'est une autre complication sur laquelle je n'ai pas voulu m'arrêter, n'a pas augmenté, a même diminué. Seul a augmenté un tout petit peu l'AVC et surtout les plaies du pied. Mais les plaies du pied, c'est bien, parce que ça veut dire qu'on les prend en charge tôt, avant le risque d'amputation. Donc, si j'avais un message de conclusion à dire, c'est que le diabète est quelque chose de sournois, de silencieux, et qu'on ne peut pas être inactif, on doit être au contraire hyperactif si on veut pouvoir éviter, parce qu'on peut les éviter, et l'aggravation du diabète et ses complications. Voilà un petit peu le message que je voulais vous porter dans le temps qui m'a été confié. Merci beaucoup, professeur Pinget. Alors, vous parlez justement d'hyperactivité et on a une. Alors, quand on apprend qu'on est diabétique, c'est un choc, comme de nombreuses maladies. C'est une maladie qui est chronique. Donc, on a tous appris. Vous dites qu'il faut être hyperactif. Donc, il y avait une question justement de Martine qui disait quid de l'éducation thérapeutique, puisqu'il faut être actif, comment apprendre et où apprendre? Voilà. Alors, c'est une très bonne question et je vais justement garder ça pour la question. C'est tout le bouleversement actuel de la médecine qui devient, c'est la médecine des maladies chroniques et pas des maladies aiguës. Les maladies aiguës, le médecin prescrit, soigne, guérit et le patient, quand il est poli, dit merci. Dans la maladie chronique, c'est pas du tout le cas. C'est le sujet concerné, qui n'est pas un patient, qui n'est pas un diabétique, c'est un sujet qui a le diabète. C'est lui qui va gérer son traitement, sa maladie, et c'est lui qui va devoir s'approprier et le risque, et la prévention, et les moyens de traitement. Et donc, l'éducation thérapeutique, ça veut simplement dire qu'il n'y a plus un soignant à soigner dans une relation descendante, mais il y a autour du sujet qui a le diabète et en général de son médecin traitant, un ensemble de gens qui sont là pour leur donner des conseils. Et le mot très important, c'est l'accompagnement. Nous accompagnons des sujets qui ont un diabète, nous ne les soignons pas véritablement, nous les accompagnons pour qu'ils fassent, eux, le choix qui leur va le mieux et pas le choix que nous avons souhaité. C'est ça l'éducation thérapeutique, c'est la décision partagée. C'est très important de le mettre en place. Parfait, merci. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est pas la culture du médecin, c'est pas la culture du patient. Donc, je veux dire, voilà. Mais c'est très important. Non, je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire le professeur Michel Pinget. C'est vrai que le patient ne doit pas être, il doit être acteur de sa santé. Hein, donc le médecin est là bien sûr pour l'aider, là pour lui donner des conseils, lui prescrire des traitements, mais le patient doit s'approprier effectivement sa santé et justement être le véritable acteur. Donc merci Michel, c'est vrai qu'il faut le rappeler. Tout à fait d'accord. Et le médecin n'est pas seul. Le diabète, c'est le triomphe de la pluridisciplinarité ou du pluriprofessionnalisme. Il faut des médecins qui connaissent un peu les médicaments. Il faut des gens qui connaissent bien la nutrition. Il faut des gens qui connaissent bien l'activité physique. Il faut des gens qui soient capables de comprendre la psychologie des patients. Il faut un ensemble de professionnels de santé qui sachent coordonner. Le mot coordination est très important également dans le diabète, autour des attentes et des frustrations parfois, hein, il faut savoir, du sujet qui est porteur de la maladie. Alors, moi, j'avais une question en termes de prévention. Vous évoquiez le fait qu'à partir de 45 ans, il était important d'évaluer sa glycémie à jeun. En termes pratiques, c'est une prise de sang, ça se passe comment? C'est une prise de sang au laboratoire. Hein. D'accord. Je crois que c'est vraiment le BA. Malheureusement, ce n'est pas fait puisqu'on voit que nous qui avons beaucoup de dépistage, en France, on a encore 2% de la population française qui est diabétique et ne le sait pas. Et en d'autres termes, c'est 20 à 30% des diabétiques français, donc des 8 millions, qui ne sont pas diabétiques, qui sont diabétiques mais ne le savent pas. Donc il y a quand même il reste un manquement, même si on est bien meilleur que les Américains où c'est à peu près la moitié des diabètes qui sont méconnus. Donc on est très bon, mais on a encore un effort à faire. Et c'est un geste très simple, et c'est de mesurer à jeun
Alors on dit après un jeûne de 8 heures, mais ça on s'en fout complètement, un jeûne, la glycémie, et de renouveler l'examen s'il est limite. Et ensuite, de ne pas dire que parce qu'il est normal à 45 ans, il va être normal tout le temps. Hein. Euh, la vie d'un diabétique commence sa maladie et se termine à 80, 85, 90 ans. On découvre des diabètes à 85 ans. Hein. Donc, il faut savoir qu'il faut toujours avoir cette notion de dépistage, quel que soit l'âge. On commence à 45 ans, mais on continue à 85 ans. Un sujet qui est plutôt en bonne santé, qui n'a pas de diabète, on continuera à rechercher un diabète pour le traiter précocement parce qu'il aura le temps, d'ici ses 100 ans, de faire des complications. Merci beaucoup. Alors, avant la conférence, on a eu quelques questions qui avaient été remontées, notamment, est-ce que le diabète peut être guéri? Professeur Pinger, on a parlé de prévention, maintenant on parle de traitement. Alors, le diabète, aujourd'hui, on ne peut pas parler de guérison. On peut parler d'amélioration, d'accompagnement. Il y a deux pistes, si vous voulez, qui sont un peu les pistes vers l'amélioration des choses. C'est les nouveaux médicaments. C'est 2, les nouvelles insulines. C'est 3, les nouveaux schémas de traitement par l'insuline. Mais ça reste toujours un accompagnement de meilleur en meilleur. Mais la guérison du diabète voudrait dire qu'on est capable de remettre en fonction les cellules pancréatiques qui ne marchent pas. Et ça, ce n'est aujourd'hui pas envisageable. Mais d'un autre côté, c'est important. C'est pour ça que c'est important on vit avec, et on vit très bien avec, mais la guérison, raisonnablement, c'est pas sérieux d'en parler maintenant. On fait des greffes, et là, c'est effectivement une solution curative, mais on fait des greffes chez un tout petit nombre de patients diabétiques dans des conditions qui sont un peu extrêmes. Nous avons une question d'un internaute qui nous demande, alors qui remercie pour la présentation et qui parle d'un médicament qu'on ne peut pas donc évoquer là ce soir, mais on précise que ces médicaments, quand ils sont mis sur le marché, aucune info n'est accessible pour les bienfaits de ces nouveaux médicaments quand ils arrivent. Donc, comment le patient pourrait se retrouver pour obtenir justement une info qui ne soit peut-être pas que celle d'un seul professionnel? Est-ce qu'il y a un moyen de se repérer dans toutes ces informations? Alors déjà, il y a naturellement le médecin. Il y a naturellement le médecin qui est là parce qu'il doit quand même connaître les médicaments qu'il prescrit et leur mécanisation. Je veux dire qu'en France, on est quand même très protégé et on a tendance à avoir les médicaments un peu plus tard que les autres. On a tendance à avoir un contrôle des prix beaucoup plus strict. On a tendance à avoir une sécurité, le fameux principe de précaution que Jacques Chirac a mis dans la Constitution, qui fait que quand un médicament arrive sur le marché français, en général, au niveau de nos connaissances actuelles, du moment, les risques sont mineurs. Après, évidemment, on a vu ça dans des tas de scandales, on apprend des choses et 10 ans après, on peut se rendre compte qu'effectivement, c'était pas tout à fait ce qu'il fallait. Mais ça, personne ne peut juger ce qu'on a fait 10 ans avant sur des connaissances qu'on a 10 ans après. Donc, je pense qu'on a des bonnes sécurités en France, en tout cas. Et puis, les médecins savent. Et je crois qu'il y a quand même de la bonne information qui est donnée par l'industrie pharmaceutique également, sans chercher à faire de la vente. Alors, je tiens à remercier donc l'internaute, c'était M. Rafika, donc, qui nous avait posé cette question. Et nous avons aussi une question de Martine, qui est diabétique type 2 et qui était en hypothyroïdite. Et elle demande si justement la thyroïde peut amener à perturber le pancréas. Est-ce que justement il y a une action de la thyroïde sur le pancréas? Alors, une action de la thyroïde sur tout, ça c'est clair. La thyroïde est secrète des hormones qui régule un peu tout. Donc, ce qu'on sait très clairement, c'est qu'il y a une association classique entre le diabète de type 1 et les pathologies thyroïdiennes qui est liée au fait que ce sont les mêmes gènes de prédisposition. Quand on s'agit de diabète de type 2 chez une femme, c'est je dirais une banalité parce que 40 à 50% des femmes de plus de 70 ans sont en hypothyroïdie liée à l'âge. Alors, on avait eu aussi une question pré-webconférence qui était, alors, une sur la prédisposition génétique. Mes parents ont du diabète, suis-je obligatoirement exposée à cette maladie? Et une deuxième qu'on vous réserve pour après.
Alors, si vos parents ont un diabète de type 2, je vous dirais oui, vous êtes exposé au diabète. Mais être exposé au diabète, ça ne veut pas dire développer un jour un diabète. Ça veut simplement dire que vous avez plus de risques que quelqu'un d'autre de développer un diabète, mais que si les mesures dont vous parlez les 2 intervenants suivants sont mises en œuvre très précocement, et c'est important de savoir que ces antécédents familiaux sont diabétiques, parce que ça permet de mettre plus rapidement en application des principes d'activité physique, des principes d'équilibre alimentaire, des principes de vie de qualité. Et à ce moment-là, au contraire, on peut se mettre beaucoup mieux à l'abri parce qu'on connaît le risque. Connaître le risque, c'est toujours un petit peu se protéger. Alors, le risque génétique, il existe, hein, le diabète type 2 est héréditaire, ça c'est sûr, mais on peut parfaitement éviter aujourd'hui, dans notre niveau de connaissance, l'apparition d'un diabète, au moins jusqu'à 85-90 ans. Merci beaucoup. Alors, une dernière question, Michel, à propos de greffe. Nous avons Christian qui pose la question. Parlant de greffe, c'est quoi comme greffe? Merci. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, d'abord, ça ne concerne que les diabètes de type 1, donc ceux qui sont traités à l'insuline depuis le début de leur maladie. On greffe aujourd'hui, non, on greffe des organes, mais c'est pas grave, mais ça marche très bien, mais c'est infaisable. Mais on greffe aujourd'hui des cellules. On fait passer à la thérapie cellulaire. On greffe ce qu'on appelle les Langerhans, qui sont les cellules qui font l'insuline. On les prélève chez un donneur, comme pour une greffe normale. En prenant le pancréas, on traite le pancréas, on isole les cellules et on les injecte. Et c'est un geste très simple puisqu'il se fait sous anesthésie locale. Ça prend 20 minutes et la durée d'hospitalisation est inférieure à 1 semaine. Ceci étant, la technique a besoin de s'améliorer parce qu'aujourd'hui, il faut à peu près 3 pancréas pour pouvoir traiter efficacement, donc rendre insulino-indépendant un diabétique. Et il faut arriver à avoir un donneur pour un receveur, on n'y est pas encore. Et puis, il y a toujours un petit traitement anti-rejet qui est nécessaire. Donc, c'est vraiment des traitements qui aujourd'hui sont efficaces, mais limités à des diabétiques de type 1 qui posent de gros problèmes d'équilibre, notamment de gros risques d'hypoglycémie. Professeur Pinger, merci infiniment. Donc, on a bien retenu tous vos messages en termes de prévention, en termes d'attention et justement l'importance des 2 intervenants qui vont suivre. On ne se quitte pas tout de suite parce que déjà, vous allez rester avec nous et puis surtout, on va avoir le plaisir de vous avoir là lors d'une émission de télé qui va nous donner l'eau à la bouche et qui fera la transition avec Madame Roland pour tout ce qui est équilibre nutritionnel. Donc, voilà, il y a une vidéo qui arrive tout de suite. Merci encore, professeur Pinger. Votre programme Les chefs vous mettent à table vous est présenté par CID et l'Alliance du Cœur. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des chefs vous mettent à table. Nous sommes avec Michel Pinger. Bonjour professeur Michel Pinger. Bonjour Emmanuel. Diabétologue, vous allez nous donner quelques conseils nutrition pendant cette recette que nous allons suivre. Une recette, un dessert, puisqu'il sera question de fruits rouges, framboises, fraises, vanille et huile d'olive. Qu'est-ce qu'on peut attendre de tout ça? On peut attendre à principe des choses très très bien pour un diabétique, comme d'ailleurs pour un non-diabétique. Le fruit. Le fruit, c'est vraiment la base du dessert d'aujourd'hui. Et le fruit frais, c'est vraiment important. La fraise, la framboise, c'est très sympa parce que c'est très peu sucré. Et si on ne rajoute pas, et je pense qu'il ne va pas le faire, de la crème chantilly ou du sucre, ça donne un apport, certes de glucides, mais ce n'est pas une quantité importante. C'est noyé dans le repas et c'est vraiment le dessert typique pour un diabétique et pour un non-diabétique, un hypertendu, un cholestérolémique et un sujet en surpoids. Eh bien, nous allons voir ça. Nous sommes ici à Versailles aujourd'hui, un lieu d'exception, ville royale, tout l'esprit du roi Soleil, Louis XIV. Nous sommes dans un ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle. Le restaurant s'appelle Bleu, Blanche, Rouge, au féminin, parce qu'ici la reine c'est la viande bleue, la viande blanche, la viande rouge. Et nous allons tout de suite retrouver pour ce dessert le chef Alix Guillet dans ses cuisines. Les chefs vous mettent à table à Versailles, c'est parti.
la cuisine du restaurant Bleu, Blanche, Rouge avec Alix Guillet qui est déjà au travail. Bonjour Alix. Bonjour Emmanuel. Je vous présente donc Michel Pinger, diabétologue, qui va nous suivre. On est obligé d'arrêter parce que l'émission dure un petit peu de temps. C'était pas très sympa, Monsieur Pinger, de nous avoir mis l'eau à la bouche comme ça à l'heure presque du repas et que donc on était ravis d'accueillir Madame Michèle Roland, qui est donc diététicienne nutritionniste à Lorient et qui va pouvoir justement nous expliquer comment faire attention, mieux gérer. Et je sais qu'il y avait déjà quelques questions sur le chat. Donc, Madame Roland, merci d'être avec nous et c'est à vous. Bonjour à tous. Voilà, donc je vous propose de voir un petit peu avec vous comment gérer au mieux son alimentation quand on est diabétique, de vous donner quelques petites pistes et quelques conseils. Donc j'ai prévu d'aborder déjà voir quelle alimentation on peut choisir, de voir ensuite quels sont les intérêts pour la santé, les recommandations bien sûr en lien avec le diabète, et quels sont les outils dont on dispose pour nous guider. Donc les bases déjà, donc adopter, alors c'est un peu évident, mais voilà, adopter une alimentation équilibrée, variée, sans se mettre des interdits, de travailler des produits de saison et bien sûr d'essayer au maximum de faire ces préparations maison. On sait bien qu'on n'a pas un aliment miracle en fait, un aliment qui apporte à lui seul tous les nutriments qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Et on a coutume en fait d'utiliser des couleurs pour représenter les différents groupes d'aliments. Donc en marron, on met les féculents, les céréales, les légumes secs. En rouge, tout ce qui concerne viande, poisson et œufs. Les matières grasses apparaissent souvent en jaune. Lait et produits laitiers en bleu, fruits et légumes en vert. Les boissons, donc c'est blanc, donc je l'ai mis bleu clair là. Et les deux groupes qui se sont un peu rajoutés, c'est sucre et produits sucrés que l'on met en rose et le sel que j'ai noté en gris. Donc voilà, donc l'idée c'est un peu d'avoir au repas un point de chaque couleur. C'est souvent ce qu'on utilise avec des enfants parce que c'est très, très visuel. Et donc, on visualise comme ça un repas équilibré, un repas où il y a la présence d'un aliment de chaque groupe. Donc, on a toutes les couleurs de présentes, avec bien sûr l'eau pour s'hydrater et en fait en facultatif le sucre et un petit peu de sel. Alors, les intérêts de ces groupes pour la santé. Donc, rapidement, parce que c'est des choses qu'on connaît déjà, puis on verra après au niveau des questions si on détaille un peu plus. Les fruits et les légumes, donc M. Pinger l'a déjà signalé. Effectivement, c'est intéressant pour l'apport en fibres. Ça apporte des vitamines également, du bêta-carotène, la vitamine C. En hiver, on en a besoin pour lutter contre les infections de saison. Les folates, donc ça c'est la vitamine B9 intéressante. On va trouver ça dans les légumes feuilles, très intéressant pour les femmes enceintes, entre autres. Les minéraux, donc il y a du calcium, du potassium, du magnésium. Voilà, et donc les fibres, on reverra après avec qui agissent en fait sur la satiété et la glycémie. Et également les fibres permettent de nourrir notre flore intestinale. Concernant les produits laitiers, donc voilà, c'est notre apport, notre source de calcium et de vitamine D pour notre santé osseuse. On le connaît peut-être un petit peu moins, mais le calcium, il intervient aussi dans la contraction musculaire et puis pour la coagulation du sang. Alors ensuite, pour le diabétique, le groupe très important, féculents, céréales, légumes secs, ça fournit des glucides complexes qui nous apportent de l'énergie, également des protéines végétales. Et on va recommander de consommer plutôt des produits complets ou semi-complets dans les céréales, parce que là, on va retrouver vraiment tout l'intérêt de l'aliment avec les fibres et aussi le germe de la céréale dans lequel est contenu en fait les minéraux et les vitamines. Concernant les viandes, les poissons, les œufs, donc là c'est notre source de protéines pour construire en fait
nos muscles, les briques en fait, de notre organisme. On va y trouver aussi des vitamines du groupe B et des minéraux comme le fer. Rapidement après, les matières grasses. Alors là, c'est notre source de lipides. Donc, il y a c'est vrai, on entend, hein, il y a des bonnes et des mauvaises matières grasses. Donc là, il faut faire un choix judicieux. Ça nous apporte de l'énergie, mais aussi des vitamines qui sont solubles dans les huiles, enfin dans les matières grasses. Donc, vitamine A, vitamine D, vitamine E. Le corps en a besoin pour fonctionner parce qu'on a des acides gras que le corps ne peut pas fabriquer, donc on doit retrouver dans notre alimentation. Donc on va essayer de faire le bon choix en allant plutôt sur des matières grasses d'origine végétale et en limitant les matières grasses d'origine animale. Enfin, le sel. Alors le sel, l'excès n'est pas bon, mais quand même, on a besoin d'un peu de sel parce qu'il participe à l'équilibre hydrique dans notre organisme. Il permet la transmission de l'influx nerveux, il intervient dans la contraction des muscles. En excès, hein, donc ça favorise, ça entraîne l'hypertension. Et cette hypertension, c'est un facteur de risque dans les maladies cardiaques. Donc, M. Pingy en a un petit peu parlé tout à l'heure. Ça favorise aussi la rétention d'eau. Ça peut augmenter le risque de cancer de l'estomac et ça va avoir un impact aussi au niveau de l'ostéoporose en perturbant un peu le métabolisme du calcium. Les produits sucrés vont nous apporter des glucides simples qui sont rapidement assimilables. C'est une source d'énergie immédiate. Alors là, il y a une petite erreur en fait. Les produits sucrés ne doivent pas dépasser 10% de la part d'énergie en fait totale de la journée. Petite erreur de frappe. Les boissons vont permettre la circulation des nutriments. On recommande de boire à peu près 1,5 litre par jour. Ça permet l'échange entre les cellules, l'élimination des déchets par les reins et le refroidissement de l'organisme quand il fait chaud ou quand on fait de l'activité physique. Alors après, j'avais repris une petite diapo d'Aprifeld. En fait, j'ai mis les liens à la fin du diaporama, qui est un organisme qui fait la promotion des fruits et des légumes. Et je trouvais que c'était assez représentatif, donc là, de reprendre un petit peu tous les groupes de nutriments, avec donc nos matières grasses tous les jours en petite quantité, les fruits à coque qui permettent d'obtenir des matières grasses, mais qu'on peut aussi consommer une petite quantité non salée, une petite poignée. L'eau, notre seule boisson indispensable, donc 1,5 litre par jour, répartie tout au long de la journée, hein, au repas, en dehors des repas. Les féculents à chaque repas, en fonction de l'appétit. Donc on voit là notre assiette avec un tiers de féculents, une partie de protéines avec ou de la viande ou du poisson, de la volaille, un petit produit laitier et ensuite les fruits, les légumes qui sont, comme le disait M. Pingy, très importants et qui représentent la moitié de notre assiette. Là, j'ai repris donc quelles recommandations plus spécifiques en lien avec le diabète. Donc, bien sûr, c'est l'équilibre alimentaire avec une prise autour de 3 repas par jour de façon régulière, en lien avec selon le type de traitement, mais bien sûr en lien avec la prise des médicaments. On va recommander d'avoir des féculents à chaque repas, donc pain ou autre, en fonction de ce que l'on aime ou du repas si c'est midi ou soir en accompagnement du plat principal. Mais la quantité doit être adaptée à chacun, en fait, adaptée à sa dépense d'énergie, parce qu'on a vu que les féculents apportaient la moitié de notre énergie. Donc il en faut un peu, mais pas trop. On va éviter aussi les grignotages, qui sont souvent à base de produits sucrés et qui vont perturber les glycémies, favoriser la prise de poids. On va contrôler la quantité de matières grasses en choisissant les bonnes matières grasses et en évitant aussi d'avoir des repas très riches en graisse. Ça va aussi favoriser plutôt les hyperglycémies. Enfin, on va limiter l'alcool, mais ça, je dirais que ça fait partie des recommandations du bien portant. L'alcool n'est pas interdit, mais l'alcool est à consommer avec modération selon les recommandations émises par
organismes de santé. Donc on dit 1 à 2 verres par jour et pas tous les jours. Voilà. Ensuite, j'ai repris là en fait une représentation des dernières recommandations de l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement, qui a fait en fait en 2017. Ce sont les recommandations sur lesquelles nous, diététiciens, on s'appuie aussi pour donner des recommandations à nos patients. Donc là, ils reprennent avec les aliments en fait à limiter, à privilégier et en gris à consommer avec modération. Donc ça reprend un petit peu ce qu'on a vu dans notre assiette, avec quelques notions différentes, notamment au niveau des notions au niveau des quantités. Donc sur la fréquence, donc les viandes, alors ce qu'on appelle viande rouge, mais qui sont en fait des viandes de mammifères, donc hors la volaille, donc on est sur bœuf, porc, agneau, veau, mouton, on est sur 70 grammes par jour ou 500 grammes par semaine. Donc 70 grammes, c'est vrai, c'est 70 grammes cuits, donc 500 grammes cuits par semaine ou 700 grammes crus par semaine. La charcuterie, on va être sur une recommandation de pas plus de 25 grammes par jour. Moi, je suis plus sur 150 grammes par semaine, ce qui fait en fait une portion en entrée et une portion en plat principal, comme repère un peu sur 7 jours. Au niveau des sucres, donc on a vu pas plus de 100 grammes par jour. On a vu tout à l'heure les boissons. J'ai parlé des boissons. Pour nous, en fait, des boissons, c'est uniquement l'eau. Les boissons sucrées sont inclus dans les apports en sucre, en fait. Tout ce qui est soda, jus de fruits, on va pas le compter comme une boisson d'hydratation, mais comme apport en sucre, donc à limiter, vraiment y compris les jus de fruits. Ensuite, dans les aliments à privilégier, on a les poissons, donc 2 fois par semaine du poisson, dont au moins une fois un poisson gras, tel que sardines, maquereaux, pour les bonnes graisses, EPA, DHA, donc qui sont apportés par ces poissons. Les fruits et les légumes sont à consommer, donc on l'a vu tout à l'heure, de façon assez conséquente dans notre journée. Donc on est sur 5 portions par jour. Ça fait à peu près... alors c'est vrai qu'on fait une différence parce que c'est pas 5 portions, c'est pas 5 fruits, c'est 2 fruits, notamment pour le diabétique, on va mettre un fruit à chaque repas. Et ensuite, les légumes, c'est 1 à 2 portions par repas, ce qui fait environ 400 grammes par jour. Les légumineuses donc, sont aussi des choses qu'on a remis en avant. C'est peu, alors peut-être un peu plus maintenant avec les personnes qui commencent à limiter la viande, qui remplacent du coup la viande par des légumineuses pour leur apport en protéines végétales. Mais c'est vrai qu'au niveau de nos patients, on a encore une consommation légumineuse qui n'est pas très importante. Et pourtant, les légumineuses sont une source de fibres très très intéressante. Ça aide à réguler les glycémies, à limiter l'absorption des sucres. Et c'est très très bénéfique. Ça nous apporte aussi plein de minéraux. Donc c'est très intéressant. Les féculents, donc à consommer avec modération, ça va être les féculents qui sont raffinés. Et donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc plutôt aller vers des féculents moins raffinés, céréales complètes ou semi-complètes. Au niveau des matières grasses, on a souvent en tête en fait qu'il faut limiter l'apport de matières grasses quand on veut faire attention à son poids, attention à sa santé, mais il faut vraiment faire le choix. En fait, c'est vraiment sur les graisses saturées qu'on va être vigilant. Par contre, c'est vraiment important d'avoir suffisamment de graisses insaturées, notamment des huiles telles que le colza, lin, cameline, qui sont des huiles riches en oméga 3. Il faut au moins 2 cuillères à soupe par jour de ce type d'huile pour faire des assaisonnements afin d'avoir vraiment un bon apport en oméga 3. Et le sel, bien sûr, on va en limiter la consommation. Alors ensuite, j'ai repris, alors je n'ai pas trop notion du temps, donc il faudra me dire si je dépasse un petit peu.
On a comme les outils pour nous guider, donc ça va être notamment le PNNS, donc qui est le Programme national nutrition santé. Là, on est arrivé au 4e plan, donc il a été en premier établi en 2001. Donc le PNNS, il reprend un petit peu ce qu'on a vu avec les repères de l'ANSES, hein, sous une autre présentation. Donc on a augmenté, donc on nous dit d'augmenter donc les légumes secs, les fruits à coque, les fruits et les légumes. Alors sur toutes les présentations, c'est vrai que ça on n'a pas détaillé tout à l'heure, mais les fruits et les légumes frais sont intéressants. Mais si ils sont plus de saison ou si on n'y a pas accès tout le temps, le surgelé est très très bien aussi. Et la conserve peut également dépanner. Ensuite, le PNNS fait du lien avec l'activité physique, donc ça fera le lien avec l'intervention sur le sport, hein, mais on ne peut pas dissocier l'alimentation et l'activité physique. Donc nous, on parle tout le temps, voilà, au moins 30 minutes d'activité physique par jour, se bouger, ne pas être sédentaire et privilégier là, le fait maison pour limiter tout ce qui est additif, conservateur. Le PNNS nous dit d'aller aussi vers ce qu'on a déjà vu, donc pain complet, semi-complet, pour l'intérêt nutritionnel et pour avoir un index glycémique aussi un petit peu moins important. Tous les aliments blancs ont plutôt un index glycémique élevé, donc on va favoriser les aliments semi-complets et complets. On va aller vers des consommations de poissons gras et maigres en alternance. On va favoriser l'huile de colza aussi, l'huile de noix, l'huile d'olive pour les assaisonnements. On va consommer les produits laitiers de façon adaptée. Donc en alternant le lait et le fromage. On ne peut pas consommer que du fromage, ça fait trop d'apport en graisse. Et les produits laitiers, c'est vrai que dans les rayons, on est un petit peu perdu. On a beaucoup de choix, mais pour moi, le rayon intéressant, il est vraiment très restreint. En fait, c'est plutôt les produits nature qu'on peut, nous, après, alors que ce soit les yaourts, les fromages blancs, les petits suisses, que nous, après, on peut bien sûr accommoder avec des recettes, avec des framboises, des fraises, voilà. Mais plutôt prendre des produits nature et à enrichir avec des fruits maison. Et puis, on va aussi aller vers des aliments de saison, locaux, produits localement. Ça permet de garder les vitamines et les minéraux parce qu'ils sont frais. Et puis, d'avoir aussi une action pour la planète. Et on peut aller vers du bio dans certains cas, notamment quand on va plutôt vers des aliments complets, parce qu'on sait que les pesticides sont encore présents sur les comment dirais-je, la céréale, en fait, sur l'extérieur des céréales. Donc, quand on prend des aliments complets, il vaut mieux les prendre en bio. Et enfin, donc, réduire la charcuterie, donc en limitant vraiment les apports, les produits gras, salés, sucrés, tout ce qui va être viande qu'on a tendance à consommer en trop grande quantité, viande rouge, l'alcool bien sûr, en étant, ce que je disais au niveau de la recommandation, 2 verres maximum par jour et pas tous les jours, c'est-à-dire maximum en fait, ça veut dire 5 jours avec, il peut y avoir jusqu'à 10 verres dans la semaine, mais pas plus, c'est réparti bien sûr sur la semaine. On va essayer de limiter le temps passé assis. Ça, c'est pas toujours évident parce que là, avec le télétravail, c'est vrai qu'on a tendance à rester un peu sédentaire, mais il faut vraiment essayer d'alterner les positions, de se bouger un petit peu, de se mobiliser. Et on va le voir après, donc le Nutri-Score qui est aussi un outil, on va essayer d'aller vers des produits qui auront plutôt un Nutri-Score dans le vert, A, B, C, et limiter les produits D et E. Voilà, donc le Nutri-Score, c'est un logo qu'on a tous vu sur les emballages, avec des notes qui sont établies en fonction de la composition des préparations, des notes positives quand il y a des fibres, des protéines, que ça contient des fruits, des légumes secs, et des notes négatives sur tout ce qui est calorique, qui apporte des graisses saturées, du sucre, du sel. Il y a un calcul et on a un score qui permet
de mettre une note et une couleur à chaque produit. C'est pratique pour comparer les produits en un coup d'œil et pour identifier aussi ceux qui sont de meilleure qualité. Ça permet de faire, par exemple, voilà, vous allez dans le rayon des desserts lactés, il y a plein de choix, vous ne savez pas trop que choisir. Voilà, rapidement, en regardant le Nutri-Score, vous pouvez vous dire, bah voilà, je vais plutôt choisir un A qu'un C, il y aura moins de sucre. Donc ça, c'est une aide. Ça peut aussi, quand on ne connaît pas trop des préparations, si vous avez envie de manger un plat, je sais pas moi, un plat préparé, qui a différentes marques dans le rayon, voilà, vous pouvez, comme ça, en regardant le Nutri-Score, voir quelle est la marque la plus intéressante, sans forcément décrypter complètement l'étiquette. Madame Roland, on est un tout petit peu en retard. Déjà. Alors, je vais rapidement sur les autres diapos, parce qu'après, je pense que c'est un peu plus complexe, mais je voulais en parler. Du coup, le Nutri-Score, il a quelques petites choses. En fait, il ne permet pas encore de voir tout. Donc, il y a d'autres notions, avec notamment la classification NOVA qui a été faite par des Brésiliens, qu'on retrouve dans Open Food Fact, et la classification SIGA qui a été faite par Monsieur Anthony Fardet, entre autres, qui permet de voir, en fait, qui joue sur le rôle d'ultra-transformation des aliments. Et je voulais juste en parler là par rapport au diabète, de l'importance en fait de ce qu'il appelle l'effet matrice, parce que plus un aliment est transformé, plus il est déstructuré, plus la réponse glycémique est élevée, et moins il est satiétogène aussi, moins on a de satiété en consommant ce type d'aliment-là. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais aller jusque-là. Donc je savais que ça allait peut-être être un petit peu juste au niveau du temps. Voilà, donc en tout cas les diapos sont là. Il y a donc toute une classification. On peut mettre l'application, puisque j'ai parlé un petit peu des applications ici, Yuka, Open Food Fact. Donc voilà, on peut aller aussi sur SIGA et avoir quelques notions un petit peu sur la qualité de nos aliments. Voilà, donc j'ai noté tout ça ici, si ça intéresse les internautes d'aller regarder tout ça. Eh ben, merci beaucoup. Et alors, moi, j'ai une première question qui fait un peu le pendant entre le professeur Pinget et vous. C'est une question de Daniel, je crois, j'ai plus le nom sous les yeux, qui alors disait que effectivement on est alerté régulièrement de la courbe d'obésité des enfants, d'un lien possible entre obésité et diabète, et donc quelles sont les mesures de prévention à mettre en place justement pour éviter et le diabète et l'obésité chez les enfants, chez les adolescents. Alors, déjà la composition de ce qu'on met dans son frigo, quoi. Quand on fait les courses, aller vraiment sur des aliments basiques, privilégier les laitages nature. C'est vrai que c'est tentant, tous ces rayons de supermarché qui sont garnis c'est vrai que les industriels, ils sont très inventifs en fait, hein. Ils nous proposent des choses façon machin. Enfin voilà, il y a toujours des nouveautés, et en fait vraiment plus on est simple, plus on est basique, mieux c'est pour la santé. Donc c'est aller faire le marché, acheter des fruits, des légumes de saison, cuisiner avec les enfants et les sensibiliser vraiment à des produits, je dirais du bon sens. La cuisine de nos grands-mères, quand tous les produits industriels n'existaient pas. Je ne sais pas ce qu'en pense Monsieur Pinget, mais voilà. Et puis après, il y a aussi toute l'activité physique. Les enfants sont beaucoup plus sédentaires, ils mangent peut-être trop en quantité. Il y a le grignotage sur lequel il faut vraiment être vigilant. En fait, il y a une différence entre le grignotage et le goûter. Chez les enfants, un goûter est important pour recharger les batteries après l'école, voilà, faire une petite pause, mais ça dépend qu'est-ce qu'on met au goûter. Si on met des viennoiseries tout le temps, c'est plein de graisses saturées, c'est plein d'aliments ce sont des aliments ultra transformés, donc c'est pas du tout intéressant. Un bon pain avec un carré de chocolat, c'est bien plus voilà, c'est bien plus sain, une boisson naturelle. Les jus de fruits, il y a eu un temps, on
mettait en avant les jus de fruits. C'est vrai que là, maintenant, on ne recommande plus du tout de prendre des jus de fruits le matin, même pour les enfants. C'est plutôt un fruit frais, entier, où là, justement, on a cet effet matrice, en fait. On voit la différence entre l'intérêt de manger une orange entière, où on aura les fibres, on aura la sensation de satiété quand on a mangé son orange, alors que si vous pressez votre orange, même si c'est une orange, un jus fait maison, vous verrez déjà, il n'y a pas beaucoup de jus, et en plus, vous le buvez très rapidement, et vous en buvez 2, 3, voilà, c'est pas du tout les mêmes quantités. Donc, vraiment être sur du basique. En plus, on fait des économies, franchement, parce que ce sont des produits qui coûtent moins cher d'acheter du basique. Et on se fait plaisir, on retrouve des goûts. Enfin, voilà, c'est du bon sens, quoi. C'est cuisiner maison. Si je peux ajouter un mot pour l'obésité des enfants, l'acte primordial, c'est la réduction du temps écran. C'est quand même le temps écran qui génère l'obésité. On l'a très bien vu dans le confinement qu'on a vécu avec la Covid. On a très bien vu que le comportement alimentaire des adultes comme des enfants et le mode de vie a terriblement changé et que pour les enfants en particulier, on a vu exploser le temps écran, on a vu aussi exploser l'évolution du poids, alors que l'obésité infantile est en taux de réduction. Et chez les adultes, on a vu que, ce qui est très sympathique, et ce que dit Mme Roland est juste, c'est que durant la période de confinement, la première, en mars 2020, les gens se sont remis à cuisiner à la maison, ce qui est très bien. Malheureusement, on a vu aussi qu'ils ont mis 20 à 40% de sucre en plus, parce que c'est le stress. Donc oui, c'est très. La théorie est simple, la pratique est beaucoup plus compliquée, et que on peut pas dissocier le comportement alimentaire du comportement en général de la personne, et que tout est question de négociation. Et là, on retombe dans l'éducation thérapeutique, absolument, comme vous l'avez dit là. Michel, j'ai une question d'un internaute, Adrien, qui pose la question: quelle est l'influence du café sur le diabète? Le café sur le diabète. Alors, s'il n'est pas sucré, moi, j'ai pas de, voilà, j'ai pas de, il n'y a pas d'inconvénient. Moi, Monsieur Pinger voit un effet. Non, mais... Michel. Il y a des études, mais auxquelles je n'ai pas beaucoup de valeur, qui laissent penser que la consommation de café peut avoir un effet préventif sur l'apparition du diabète de type 2. C'est vraiment très, très discutable. Ça me paraît n'avoir vraiment pas de fondement sérieux. Et le café, c'est comme tout le reste, si on le supporte bien. Un point important dans l'alimentation, et qui a l'air de rien, c'est de réussir à dormir. Et pour réussir à dormir, eh bien, il faut éviter de s'exciter le soir. Et on sait aujourd'hui que le respect du cycle veille-sommeil est tout aussi important que ce qu'on met dans l'assiette et que l'activité physique qu'on a. Et donc, le café, oui. Le café après le repas, oui. Le café le soir, probablement pas trop parce que c'est un peu excitant. Mais sur le plan composition, il n'y a aucun problème. Et moi, je voudrais bien porter attention sur le fait que, adultes comme enfants, on pêche aujourd'hui par un manque moyen de 2 à 3 heures de sommeil par jour et qu'il faut vraiment lutter contre cela parce qu'on n'arrivera pas, ni par l'activité physique, ni par l'alimentation, à réguler si on ne régule pas d'abord ce qui est l'élément dominant, qui est le cerveau. Merci beaucoup. Alors, on a des questions, alors notamment de Marie, mais je peux faire un pool avec Christophe aussi. Alors, qu'est-ce que l'index glycémique? Quelle est la différence entre glucides et sucre? Et enfin, qu'est-ce que vous pensez, Mme Roland, de tous ces produits dans le commerce qui sont 0% de matière grasse, 0% de sucre et donc qui ont des sucres de type aspartame, etc. Est-ce que c'est des bonnes alternatives quand on a du diabète? Alors, l'index glycémique, c'est la capacité d'un aliment à faire monter la glycémie. Donc, on a comme repère 100 pour le glucose et ensuite, on classe les aliments en fonction de leur capacité à faire monter. Simplement, c'est une notion un petit peu complexe puisque pour un même aliment, par exemple, si on prend la pomme de terre, selon la façon dont elle est préparée, dont elle est cuite, on aura un index glycémique qui sera différent. La pomme de terre cuite à l'eau avec la peau a un index glycémique plutôt bas. Quand on la fait en frites, à l'huile ou en purée, c'est beaucoup plus haut. Donc après, ça, c'est des notions qu'on revoit. Il y a des tables, en fait, avec l'index glycémique des aliments qui sont disponibles.
Après, on peut aussi parler, mais ça, c'est peut-être à voir en individuel, en consultation. On peut parler aussi de charge glycémique, puisque après, tout dépend aussi de on peut manger un aliment à index glycémique élevé, mais si on en mange peu, voilà, c'est pas la même chose que si on mange un aliment à index glycémique moyen et qu'on en mange beaucoup. Du coup, on parle du coup de la notion de charge glycémique aussi, un petit peu plus complexe. Par rapport à l'index glycémique, c'est pour ça que les fibres sont très importantes, parce qu'en général, quand il y a des fibres de présent, on sait qu'on est dans des aliments qui sont intéressants parce qu'ils ont des index glycémiques bas, parce que les fibres justement permettent de réguler tout ça. La deuxième question, après, il y avait une histoire sur les 0%. Les produits... les 0%, les boissons avec sans sucre, mais quand même sucrées, etc. Ouais. Alors, je ne suis pas chez Remédie après, mais je pense que nous ce que l'on dit, c'est que déjà, il n'y a pas d'intérêt. On sait déjà notre microbiote intestinal n'aime pas les édulcorants. Donc déjà, donc il faut éviter de se dire, voilà, je continue à faire comme avant en recherchant ce goût sucré et je me bourre d'édulcorants sans modifier quoi que ce soit dans ma façon de manger. Donc je pense que dans un premier temps, c'est vraiment réduire notre appétence au sucre, limiter au maximum les édulcorants. On peut garder, après ça dépend des types de traitement. On peut tout à fait garder un peu de sucre dans son alimentation si c'est pris au moment des repas. Après, ça, c'est à voir au cas par cas. Mais d'aller prendre des sodas sans sucre et de consommer des litres, c'est pas du tout intéressant non plus. Donc, les édulcorants peuvent dépanner, mais c'est à voir au cas par cas et ce ne sont pas des produits, les 0% ne sont pas intéressants parce qu'en fait, si on va aussi sur la notion d'aliments ultra transformés, ce qu'explique très bien Monsieur Fardet, c'est qu'en fait, un aliment, plus la liste des ingrédients est importante sur un aliment, plus il faut le fuir. Et dès qu'on est sur des 0%, des aliments transformés, on enlevait la graisse, du coup, il n'y a plus de stabilité. Et du coup, on est obligé de rajouter des produits pour stabiliser. C'est encore pire pour l'organisme. On se mange des quantités d'additifs vraiment pas intéressants. Donc, du basique et puis réduire vraiment l'appétence au sucre en revenant sur du plus simple. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Monsieur Farget. Non, tout à fait d'accord. Simplement, il faut regarder le nombre de composants. C'est l'élément le plus important. C'est pas tellement 0% ou pas, c'est le nombre de composants. Dès qu'on a plus de 5 composants, c'est que le produit n'est pas un bon produit. Et un produit doit comporter dans sa liste moins de 5 composants, et c'est un produit naturel. Je voudrais faire une petite digression sur l'enfant diabétique, parce que c'est quand même une préoccupation pour nous. Et l'un des objectifs quand on prend en charge, quand on accompagne des patients avec le diabète, les enfants, c'est d'éviter la désocialisation. Et le grand risque dans le diabète, c'est que quelque part, du fait de la maladie, des contraintes, du mode de vie, etc., les gens se retirent un peu du monde social et se renferment un peu sur eux-mêmes, notamment les enfants. Et là, je pense que on est tous d'accord pour dire qu'on peut avoir un petit peu de tolérance. Un enfant qui va faire à 12, 13 ans, il est diabétique, une soirée pyjama avec d'autres enfants, faut pas qu'il arrive à sa bouteille d'eau, mais il faut convaincre les autres parents peut-être de mettre là exceptionnellement du Coca zéro, ou voilà. Il faut surtout pas qu'il se démarque en ayant les choses à lui, son mode de vie à lui, ses repères à lui, parce que c'est le grand danger qui avec l'adolescence aggrave le risque de désocialisation. Merci beaucoup. Effectivement, c'était un point très important. Donc, alors, redire qu'il faut vraiment réduire l'appétence au sucre, réduire l'appétence aux écrans, on l'a bien compris aussi. Je suis très réductrice par rapport à tout ce qu'on a dit. Faire des repas ludiques avec ses enfants, parce que c'est aussi un moment de partage et ce qui permet aussi de leur apprendre à bien manger, et puis avoir une bonne hygiène de vie. Et donc pour ça, c'était le moment où je vais faire donc intervenir Monsieur Jason l'habitant, qui va nous parler de l'activité physique, pour éviter justement d'être trop devant nos écrans ou trop statique, puisque on l'a vu,
effectivement, faut bouger et même en période de confinement ou de télétravail, c'est important de pouvoir rester debout. Alors, pour ça, juste avant que vous interveniez, monsieur Jason, l'habitant de l'association Ciel Bleu, et vous êtes APA, donc vous allez nous dire exactement ce que c'est que APA. Ensuite, on a une toute petite vidéo courte de quelques exercices et fait par un coach, le coach Gwen, que nous allons passer maintenant. Bonjour à tous, je me présente Gwen Esri, coach sportif depuis plusieurs années pour les préventions des maladies cardiovasculaires. Il est préconisé 30 minutes d'activité physique quotidienne et ce 5 fois dans la semaine. Ces 30 minutes d'activité peuvent être pratiquées par tout le monde, d'accord? On n'est pas obligé d'être une personne super sportive pour pratiquer ces 30 minutes. On va vous l'expliquer, il y a plusieurs exercices. On se retrouve justement pour parler de ces exercices que vous allez pouvoir faire au quotidien. J'ai choisi des exercices qui sont simples, qu'on peut faire partout à la maison, ou à la limite là on se retrouve en extérieur, mais vous n'aurez pas besoin de matériel. Imaginez-vous, soit vous avez une marche d'escalier, soit vous avez un step, vous faites cet exercice qui est simple. Vous restez bien sur l'avant du pied, pas sur les talons. Vous serrez un petit peu la sangle abdominale, vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez, d'accord? Tout simple cet exercice. Vous pouvez évidemment le faire pendant 30 secondes. Si besoin, si vous êtes à l'aise, vous pouvez monter jusqu'à 1 minute. Sachez qu'en tout cas, l'idée évidemment, c'est de le refaire pendant 5 à 6 blocs, comme ceci, d'accord? Ça va solliciter toute la chaîne musculaire ici des quadriceps et les membres inférieurs. On se retrouve pour le deuxième exercice, c'est pareil, tout simple. Imaginez-vous qu'il y a un mur, mais évidemment moi je suis en extérieur et si vous êtes en extérieur, évidemment vous pouvez le faire. Je m'installe correctement comme ceci en chaise, d'accord? Je maintiens normalement la position 20 à 30 secondes pour ceux qui sont à l'aise et ceux qui sont encore plus sportifs, évidemment vous pouvez tenir la chaise pendant 45 secondes, d'accord? Ensuite je me relève, je suis dos bien droit à chaque fois. Je complexifie, allez, si vous voulez vraiment complexifier encore l'exercice et mettre un petit peu de cardio, je suis bien droit, je descends en fente avant, ici, hop, je me repositionne en chaise une dizaine de secondes et ensuite j'alterne en fente avant, je me repositionne en chaise tranquillement, d'accord? On se fait un petit dernier exercice qui sera un peu plus dans la partie cardiovasculaire. Au début, je fais juste ça, d'accord? J'écarte, je ferme, d'accord? Pour ceux qui sont encore un peu plus sportifs, je peux rajouter les bras, on appelle ça un jumping jack. J'écarte, je ferme, d'accord? Vous allez, selon votre niveau, réaliser ce mouvement pendant 30 secondes à 1 minute, renouveler 5 à 6 fois. Si vraiment vous êtes encore super fort et un peu plus physique, vous pouvez vraiment prendre un poids ou 2 bouteilles d'eau dans vos mains, vous descendez, vous montez, vous allez voir, ça va faire un peu plus solliciter votre cœur. En tout cas, bougez-vous pour prévenir toutes ces maladies cardiovasculaires. 30 minutes quotidien, d'accord, 5 fois par semaine, c'est indispensable pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Soit vous alternez les exercices, je vous rappelle, que je vous ai proposé juste avant, soit vous irez marcher, soit vous irez faire de la natation, soit vous irez faire du vélo, d'accord? Mais en tout cas, pensez-y et mettez ça dans vos agendas chaque jour. Je laisse la place à notre APA Margot Voisin. Et ben voilà, à notre APA, Jason, l'habitant, c'est à vous. Vous avez des Ok. Alors, moi, je suis enseignant d'activité physique adaptée. Donc, j'interviens aussi ici parce que je trouvais important de discuter du sport et du diabète. Mais dans un second temps, je suis diabétique de type 1 depuis un peu plus de 10 ans. Donc, je viens aussi pour découvrir ce qu'ont à nous proposer les autres intervenants. Alors, j'avais préparé un diaporama sur l'activité physique adaptée et le diabète de type 2. Alors, d'abord, le diabète, on l'a vu tout à l'heure, qui touche à peu près une dizaine de % de la population en général. C'est le sport, la pierre angulaire de la prise en charge du diabète. Sur tous les mouvements, sur toutes les activités et tous les moments où vous allez solliciter votre corps, ça va participer aux dépenses énergétiques de l'organisme. Pas seulement au moment où vous le faites, mais aussi au repos plusieurs jours après. C'est-à-dire que plus vous allez faire de sport, plus votre métabolisme va évoluer et va donc au repos obliger
votre métabolisme va obliger les muscles à... Vous allez avoir un apport énergétique plus conséquent pour nourrir tous les muscles que vous avez développés. Ces recommandations ne datent pas d'hier, de faire du sport pour les diabétiques. On voit déjà l'apparition au 19e des conseils sur la pratique du sport par rapport au diabète. On sait, de par l'expérience depuis de nombreuses années, que le sport et l'activité physique réduit les problèmes cardiovasculaires, l'apparition de diabète de type 2. Et par la suite, voilà, je parlais des muscles et des réserves de glucides. Alors, le corps humain a à peu près des réserves à entre 1200 et 2400 kilocalories. À peu près 80% se situe dans les muscles. On peut compter 15% pour le foie et 7% qui sont dans le sang au niveau du glucose sanguin. Pour la pratique du sport, on favorise plutôt les exercices en aérobie, c'est-à-dire sur une période plus longue, c'est-à-dire à partir de plusieurs minutes. Vous allez commencer à brûler un petit peu plus sur le tissu adipeux. Vous allez demander à votre corps, non plus au glucose sanguin, non plus aux réserves musculaires, mais plutôt au tissu adipeux de produire un petit peu l'ATP nécessaire à l'activation des muscles. Par la suite, l'augmentation de la captation des muscles du glucose, c'est-à-dire au fur et à mesure de vos cycles, de l'activité que vous allez produire et de l'engouement que vous allez apporter pour les activités physiques, vont favoriser la captation du glucose sanguin, donc faire baisser la glycémie. Alors, l'activité physique chez les diabétiques, peu de patients diabétiques bénéficient d'un accompagnement au niveau sportif. Alors, il y a plusieurs raisons qui poussent les diabétiques à s'abstenir de faire du sport. Peut-être le tempérament, peut-être vous avez un manque de temps. Le fait que vous n'en fassiez pas souvent peut générer des douleurs ou de l'inconfort. C'est normal au début de toute activité. Il faut apprendre à son corps à gérer l'effort. Il y a une gestion de l'effort importante. Il faut apprendre à ne pas se surmener, pouvoir faire de l'activité sur de la longueur. Il faut aussi en parler. Nous, les APA, on intervient un petit peu auprès des personnes diabétiques sur les craintes, également sur les diabétiques de type 1, sur les craintes des hypoglycémies, sur le travail de faire une glycémie avant, mais aussi après le sport. Aussi, il faut savoir que chez, par exemple, les diabétiques de type 1, l'hypoglycémie peut survenir beaucoup plus longtemps après le sport. C'est-à-dire, par exemple, vous faites du sport dans l'après-midi, et bien, le temps que votre corps reconstitue les réserves au niveau glucidique, vous allez chuter au niveau de la glycémie, et cela, ça peut arriver jusque dans la nuit. L'activité physique, c'est vrai que c'est pas codifié aussi bien que la diététique. C'est vrai que c'est complètement différent. Ça peut être forcément du sport, ça peut être monter des escaliers, ça peut être s'arrêter sur un parking un peu plus loin de votre lieu de travail. Ça peut être plein d'autres choses qui peuvent vous faire de l'activité physique. Ensuite, on parle un petit peu des difficultés d'accès aux clubs sportifs. C'est vrai que les diabétiques
moi, personnellement, en tant que diabétique de type 1, j'ai eu beaucoup de mal dans mon enfance à intervenir, à être accepté dans les associations au niveau sportif. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un apprentissage à faire de soi, de se connaître, de connaître son corps, comment on réagit à tel niveau d'intensité au niveau de l'activité. Il faut tester. Nous, on accompagne les diabétiques sur ce plan-là, apprendre à gérer l'effort, à gérer les hypoglycémies, peut-être réduire l'insuline avant et après l'activité physique. Et c'est vrai que maintenant, on voit beaucoup l'émergence, moi je vois dans ma région, c'est des salles de sport qui sont dédiées à l'activité physique. C'est-à-dire que vous avez des salles de sport classiques, mais vous avez aussi des salles de sport où il n'y a que des intervenants à pas, donc comme moi, qui sont spécialisés dans l'accompagnement des personnes diabétiques, insuffisants respiratoires, voilà, toutes les ALD qu'on peut trouver. Les effets bénéfiques donc, de l'activité physique chez le diabétique de type 2, donc on a dit l'amélioration du transport et l'utilisation du glucose musculaire, diminution de l'insulinorésistance, c'est-à-dire que votre corps va va développer une faculté à utiliser l'insuline qu'il produit de manière plus efficace que chez quelqu'un qui est sédentaire, diabétique sédentaire. Alors, pour les diabétiques de type 1 ou les diabétiques de type 2 qui, tous les 3 mois, ont leur prise de sang d'hémoglobine glycosurée, c'est vrai que chez les patients qui ont une activité physique régulière, on voit une diminution quand même de l'hémoglobine glycosurée. Alors, je mets en miniature parce que je ne vois plus. Voilà. Alors, l'activité physique toute seule, si on ne l'associe pas, comme disait Michel Roland, à une alimentation saine et équilibrée, qualitativement et quantitativement, elle a un impact tout de même si on privilégie de l'associer à une alimentation. Sans régime hypocalorique, elle n'aura pas d'effet sur le poids. Mais au niveau des muscles, vous allez avoir un apport, une augmentation de la masse musculaire qui va générer une augmentation du métabolisme et, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui va vous permettre de brûler un petit peu plus de calories sur la journée. Alors, là, c'est un petit schéma où on a l'association de l'activité physique et de l'alimentation et le comportement sur les syndromes métaboliques. Donc, on voit que l'activité physique plus une alimentation équilibrée fait baisser la masse grasse, améliore la sensibilité à l'insuline. Il y a un certain nombre de choses que ces deux variantes vont permettre d'améliorer. On note que suivant... je ne vois plus bien ce que j'ai écrit. Que ces deux principes, l'activité physique et l'alimentation équilibrée, vont prévenir l'apparition d'un diabète de type 2, d'une athérosclérose, des problèmes d'infarctus, etc. Et tous les problèmes cardiovasculaires qu'on connaît. Alors ensuite, donc l'incidence bénéfique de l'activité physique sur le diabète.
l'exercice physique régulier diminue de moitié les risques de diabète sur la population adulte. Cet effet protecteur d'autant plus important que le niveau d'activité physique est élevé au cours des années précédentes, depuis l'enfance, c'est-à-dire que c'est un apprentissage qui se fait tôt dans la vie. L'activité physique, elle doit intervenir dès l'enfance. C'est un long parcours. Et c'est un exercice quotidien et qui doit durer tout le long de la vie où vous devez vous-même vous pousser à l'activité physique pour vous éviter tous les tracas et toutes les ALD qu'on a cités. On voit aussi que chez les sujets à risque, avec des risques d'obésité, d'hypertension, que cette réduction des risques est d'autant plus importante chez les personnes à risque. Alors, l'effet sur les capacités aérobies, c'est vrai qu'au début, on s'essouffle vite quand on fait du sport et qu'on n'est pas habitué. L'entraînement sur la semaine, sur les mois, sur les années, va développer une capacité aérobie, une VO2 qui va évoluer et sans forcément modifier votre aspect corporel. C'est vrai que sur des exercices d'aérobie et donc de faible intensité, vous allez faire travailler votre système cardio-respiratoire qui va évoluer et la VO2 va augmenter au fur et à mesure des séances, mais sans forcément avoir de modifications corporelles visibles, je veux dire. Alors, c'est vrai que nous, les diabétiques de type 1, on est suivi donc par les médecins, par les diabétologues, et c'est vrai qu'on demande toujours l'avis du professionnel de santé avant de s'engager dans une pratique sportive ou dans une activité physique. C'est vrai qu'il peut y avoir quelques contre-indications suivant les activités. C'est vrai qu'on va essayer de limiter les activités à très forte intensité, très forte et très courte intensité, qui vont choquer le corps et qui vont pas forcément être bénéfiques sur le point de vue du diabète. Alors, le type d'activité physique qu'on peut proposer et que vous pouvez faire, c'est d'abord une activité qui vous plaît. C'est des activités d'endurance. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, des petites choses de tous les jours, pas forcément une activité qui va vous prendre beaucoup de temps, mais un petit peu tous les jours. Là, j'ai noté quelques pratiques d'endurance, le cyclisme, le jogging, la natation, la marche à pied. Tout ça, c'est des activités plutôt qui vont privilégier l'endurance, la filière aérobie. Donc, c'est des activités à intensité modérée à faible. Pour les diabétiques de type 1, c'est vrai que nous, on nous demande plutôt de proscrire les activités à très forte intensité qui vont choquer. Par exemple, je ne sais pas, les activités type musculation, haltérophilie, sur des travaux, sur des exercices de courte durée, de forte intensité, on peut avoir une hyperglycémie réactionnelle, par exemple, une décharge d'adrénaline qui va faire grimper la glycémie très, très, très rapidement, ce qui n'est pas du tout le but recherché. Là, ce qu'on cherche, c'est stabiliser la glycémie via l'activité physique.
Alors, donc le type d'activité physique pour les diabétiques de type 2, c'est ce que je disais au début, faible intensité par rapport à votre capacité aérobie, par rapport à ce que vous êtes capable de faire, c'est une intensité modérée. Le plus dur pour vous, c'est de trouver votre capacité, ce que vous êtes capable de faire sur la durée. Et c'est ce palier qu'il va falloir respecter tout au long de vos exercices. C'est-à-dire ne pas aller trop au-dessus de vos capacités, d'être dans la moitié supérieure peut-être de ce que vous pouvez faire, mais jamais à l'excès, jamais trop à l'effort. Donc, ce qu'on disait, 30 minutes d'activité physique, c'est bien, mais à partir de ces 30 minutes, on arrive sur à partir de ces 30 minutes, on arrive sur les exercices d'aérobie où on favorise l'utilisation du tissu adipeux et où on favorise un petit peu le travail de tout le reste du corps. J'en étais... Alors, les fréquences à peu près recommandées, c'est environ 45 minutes de marche. Ça peut être 30 minutes si c'est un peu plus intense, environ au moins 3 fois par semaine pour être satisfaisant, pour vous permettre d'améliorer tout ce qui est IMC, réduction des risques cardiovasculaires, réduction un petit peu de la glycémie sur toute la journée. Donc la pratique de l'activité physique régulière doit trouver sa place au sein d'un projet thérapeutique chez le diabétique de type 2. C'est vrai qu'il faudrait, dans l'idée de pluridisciplinarité, pouvoir que tous les intervenants puissent discuter avec le diabétique de la prise en charge de l'alimentation à l'activité physique, en passant par le médecin, tout ça dans un but thérapeutique. Donc on a vu que l'activité physique permettait d'améliorer l'insulinosensibilité et donc de peut-être réduire l'apport en insuline. Ça, c'est primordial. C'est vrai que l'insuline reste un médicament. Si on peut la diminuer par l'activité physique, autant en profiter. Voilà, c'est mon dernier petit mot pour la fin de cette présentation. Eh bien, merci infiniment pour tous les trois pour vos interventions. On voit, on avait dit tout à l'heure, il faut vraiment avoir un parcours coordonné de professionnels, à la fois diabétologues, nutritionnistes, l'activité physique, c'est vraiment des piliers très importants. Donc, on l'a vu, malheureusement, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. On en est désolé, mais voilà, comme d'habitude, on est limité par le temps. Merci infiniment à tous les trois. Le replay sera disponible sur le site de Alliance du Cœur. Et donc, je laisse la parole à Philippe Thébault pour le mot de conclusion de la soirée. Écoutez, merci à tous. Merci à ceux qui nous ont rejoints pour cette soirée. Merci à nos trois experts. Donc, Michel Pinger, Michel Roland et Jason Habitant. Merci à tous les trois. À très bientôt, puisque nous referons certainement prochainement un autre webinaire sur un sujet qui sera tout aussi passionnant. Merci et bonne soirée.